Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, je vais faire un petit point de la situation, tant au niveau des chiffres qu'au niveau de la situation générale, politique, économique. Je vais commencer par vous rappeler qu'il nous a fallu, suivant comment est-ce que l'on compte, entre 70 et 120 jours pour passer du cas zéro avec une ou deux personnes infectées en Chine, lapsus intéressant, pour passer de 0 à 1 million. Il nous a fallu à peu près, on va dire, une centaine de jours. Et il ne nous a fallu que 12 jours pour passer de 1 à 2 millions. Et c'est la nature même de la courbe exponentielle de la maladie. Je ne vous parle même pas du moment où vont entrer en lice véritablement les pays africains, l'Inde, le Bangladesh, en sachant que, bien évidemment, au départ, l'épidémie est relativement lente. C'est-à-dire qu'on assiste à quelques cas, oui, ça double tous les X jours, mais c'est relativement lent, et donc ça ne se voit pas beaucoup. Un peu à l'image du stade de football qui se remplit en doublant la quantité. Vous mettez une goutte à minuit, et vous doublez la taille de cette goutte toutes les minutes. Eh bien, vous devez savoir qu'il faudra environ 12 heures pour faire en sorte que le stade soit plein. Oui, mais à 12 heures moins 7 minutes, vous avez 50 cm d'eau au fond du stade. Et tout le monde est là, tout joyeux, tout sympathique. Dans 7 minutes, tout le monde est noyé et mort. Et c'est la nature même d'une courbe exponentielle. Donc, comme je vous ai dit, au départ, il nous aura fallu environ 100, 120, 130 jours pour arriver de 0 à 1 million de cas officiels. Et il ne nous a fallu que 12 jours pour passer de 1 à 2 millions. Et dès que les pays qui ont des densités de population véritablement importantes vont commencer à être touchés, la courbe s'accélérera encore d'une façon exponentielle. C'est la nature même de la courbe exponentielle. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui arrivent avec énormément de données. C'est plus la Chine d'il y a 3 mois qui couvrait absolument tout. Aujourd'hui, on a des rapports qui nous viennent de Corée, des États-Unis, de France, d'Allemagne, enfin de partout, et qui soulèvent un point en particulier, c'est qu'il y a tellement d'inconnus. Je vais ici en parler d'un ou deux. Nos amis chinois nous parlent de 30% de personnes entre guillemets guéries qui en fait ne sont pas immunisées. Les Coréens du Sud nous parlent de plusieurs centaines maintenant de patients qui étaient guéris, donc théoriquement immunisés, et qui ne le sont pas, qui sont réinfectés. On parle de, plusieurs centaines de cas de réinfection aujourd'hui en Corée du Sud. Il y a des nouvelles rassurantes malgré tout, comme quoi dans certains endroits, dans certains épicentres, les gens, malgré le taux de contamination élevé, sont beaucoup moins touchés que dans d'autres endroits. Alors certains virologues arrivent avec des théories qui nous disent que comme il y a plus de 400 mutations déjà répertoriées et séquencées du SARS-CoV-2, il semblerait que les mutations les moins virulentes, qui ont donc plus de chances de se transmettre de patient à patient, d'individu à individu, prennent le dessus petit à petit, ce qui semble quelque part un peu logique, puisque les variantes de la maladie qui développent des symptômes plus méchants ont tendance à tuer leur hôte. Donc, à partir du moment où l'hôte est décédé, ou il est suffisamment mal en point pour ne pas être en contact avec d'autres personnes, il va se transmettre un peu moins. Donc avec un peu de chance, nous arriverons, comme ça a été le cas d'Ebola, à des versions qui seront beaucoup moins symptomatiques, donc beaucoup moins graves, et on pourra survivre de cette façon. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, il nous arrive aussi des nouvelles un peu plus rassurantes, par exemple de la République tchèque. Et là, en République tchèque, au 15 avril, donc il y a 5 jours, le nombre de morts recensés par million d'individus était de 16. Donc 16 personnes décédées par million d'individus à une échelle de la population d'un pays entier. Et c'est 5 fois moins qu'aux USA. C'est 7 fois moins qu'en Suède et c'est 24 fois moins que chez nos amis belges.
Donc ça montre que leur politique de masque systématique, où vous n'avez pas le droit de sortir dans la rue sans un masque, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous sans un masque, semble porter ses fruits. Donc, ils ont même réussi à ramener le R0, donc l'indice de contagion de la maladie, en dessous de 1. Ça veut dire qu'une personne, aujourd'hui, en infecte 0,8 autres. Ce qui vous tendrait à prouver que les mesures qu'ils ont prises, donc je parle bien de la République tchèque, semblent porter leurs fruits. Et ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Maintenant, une chose qui me gêne un peu que je regarde le flot d'informations qui nous arrive, c'est que dans beaucoup d'endroits, les top spécialistes sont en retard sur la lecture de leurs publications. Encore une fois, les médecins, les professeurs, les virologues, les généticiens sont le nez dans le guidon. Ils soignent des patients. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas bénéficier de l'expérience de gens qui ont plusieurs semaines, voire des mois d'avance sur nos expériences ici, par exemple en Occident ou aux États-Unis. Et je pense que c'est juste effarant de penser qu'on ne copie pas les modèles qui ont bien fonctionné, qui fonctionnent bien aujourd'hui. Qu'on refuse de voir Taïwan entrer dans le WHO, le World Health Organization, l'OMS, c'est une hérésie. Et tout ça pour des raisons qui sont purement financières, politiques, c'est complètement insensé. Et véritablement, on voit de très bonnes choses. On voit par exemple des médecins français, des médecins allemands qui viennent avec des thérapies basées sur des alliages d'antibiotiques, parce qu'apparemment, une autre théorie qui vient d'être émise est le fait que le virus puisse être véritablement létal dû à certaines bactéries intestinales. Je nomme la Prevotella. Et que quand on donne des antibiotiques qui tuent cette flore intestinale, eh bien, le pronostic du patient soit bien meilleur. Donc, on voit des études aussi comme l'étude de l'université de Stanford, qui vient nous dire qu'il y aurait 50 à 80 fois plus de patients infectés que les chiffres officiels ne nous le décrivent. Alors c'est très bien, mais il y a aussi évidemment dans le même temps des gens qui viennent critiquer l'étude en question parce qu'ils disent que les tests ont été faits avec des tests qui viennent de Chine, qui vraisemblablement ont jusqu'à 50% de failure, c'est-à-dire de tests de faux négatifs ou de faux positifs, un peu à l'image des masques qui ont été envoyés par la Chine en Italie ou en Espagne, qui se sont avérés inopérants, des tests qui se sont avérés inopérants, et d'ailleurs pour certaines personnes un peu machiavéliques qui accusent la Chine de nous envoyer des tests dont ils savent qu'ils ne fonctionnent pas correctement, comme pour promouvoir la maladie. Alors j'en suis pas là moi-même, mais quand on a à peu près 50% des tests qui ne fonctionnent pas, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même anguille sous roche. Voilà. Donc, d'autre part, il y a beaucoup de chercheurs maintenant qui, comme je l'avais annoncé dans ma toute première vidéo, où je parlais des récepteurs secondaires de la deuxième vague, voire d'une troisième vague d'infection, qui se sont aperçus que le récepteur secondaire, le premier récepteur secondaire dont j'avais parlé, le CD147, est capable d'entrer dans les lymphocytes T, dans les T-cells et dans les globules rouges par l'intermédiaire de ce récepteur, ce qui serait potentiellement à l'origine des problèmes de coagulation et donc de diminution de la saturation en oxygène, de coagulation au niveau pulmonaire, responsable de la diminution de la saturation en oxygène des patients. Et ce qui tendrait à prouver aussi que l'intubation, le respirateur artificiel n'est pas la réponse appropriée à ce type de cas et de complications. Ensuite, on a aussi voilà, le point que je veux faire, c'est qu'on a un nombre d'inconnus devant nous qui est juste monstrueux.
C'est comme au niveau des vaccins. Il y a des recherches qui sont très prometteuses, mais la plupart des virologues, j'allais dire, qui étudient le sujet et puis qui regardent, qui lisent les publications de leurs confrères, arrivent à une conclusion qui est que avant des mois, voire des années, nous n'aurons pas de vaccin efficace pour ce type, pour le SARS-CoV-2. Et quelque part, ça n'est pas entièrement étonnant quand on sait que c'est un virus qui est de la même famille que le virus du rhume saisonnier. Et que si on avait pu trouver un vaccin pour le rhume saisonnier, eh bien, la firme pharmaceutique qui trouve ce vaccin va faire des dizaines de milliards de profits. Or, on l'a jamais trouvé au fil des dernières années. Donc, ça semblerait confirmer que ça va être quand même très compliqué. Donc, en plus de cela, on a beaucoup d'experts qui aujourd'hui pensent sérieusement que le virus est d'origine synthétique, c'est-à-dire qu'il a été fabriqué en laboratoire, vraisemblablement pas à des fins militaires, mais à des fins de trouver un vaccin contre le HIV, par exemple, le sida, trouver d'autres voies, enfin, de faire un bon papier, quoi, tout simplement, qu'on peut publier dans Nature, dans Science ou autre, et que vraisemblablement, il y a à peu près aucune chance statistiquement que l'alliage de plusieurs séquences génétiques bien identifiées, de sources différentes bien identifiées, soit le fruit du hasard. Donc c'est quasiment impossible. De plus, les experts pensent que l'immunité, ils l'estiment à peu près une année. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on est peut-être immunisé pour certains après avoir contracté la maladie pour une période de 5 ans, mais ce serait plutôt 2 ans. Et quand on voit les statistiques qui nous viennent maintenant de Chine, qui nous montrent que 30% des gens qui ont été sujets à la maladie ne sont pas immunisés aujourd'hui. Donc, et d'un point de vue de l'accès à la herd immunity, à savoir l'immunité sociale, il faut bien se rendre compte que ça va rendre les choses très difficiles. Parce que si vous avez des gens qui sont immunisés pour une année ou pour 2 ans, mais que sur ces gens qui sont immunisés pour 2 ans, il y en a plus de 30% qui, après quelques mois, ne le sont plus, je rappelle que pour arriver à l'immunité sociale, il faut que 80% de la planète, des gens qui vivent dans une communauté, aient développé les anticorps. Sinon, le virus va reprendre, vous aurez une nouvelle vague de pandémie. Donc, les conclusions de tout ça, c'est quoi? Les conclusions, c'est que le principe de précaution s'applique, mais plus que jamais. Aujourd'hui, imaginez-vous, en Suisse, par exemple, les autorités veulent renvoyer les enfants à l'école. Mais c'est criminel. Oui, les enfants sont beaucoup moins touchés, mais est-ce qu'on peut prouver qu'ils ne sont pas porteurs du virus et distributeurs du virus d'une façon à large échelle? On va les enfermer dans des classes pendant 5 à 7 heures par jour. 3-4 heures le matin, 2-3 heures l'après-midi. Et je prends l'exemple en Louisiane. Juste avant les fêtes les célébrations de Mardi Gras, il y avait beaucoup de chorales, de gens, d'acteurs de théâtre qui se réunissaient pour des prestations qu'ils allaient mettre en place pendant le week-end en question. Et je prends juste un exemple. Dans une église, une chorale qui se réunit pendant 2 heures. 2 heures pour répéter leur partition, leur chant. Une personne est contaminée, ils sont dans une église avec donc un plafond qui est à, 6-8 mètres de haut, une église. Et une semaine et demie après, sur les 60 personnes qui étaient là, avec une personne contaminée, eh bien, il y en avait 50 qui étaient contaminés à leur tour. Et ils n'ont pas passé toute la journée ensemble. Non. Ils ont passé 2 heures ensemble, certes en chantant. Alors évidemment, mais est-ce que vous allez pouvoir faire en sorte que les enfants ne parlent pas? Par définition, dans une salle de classe, on interroge tel enfant, puis tel autre, etc. Est-ce que vous allez faire en sorte qu'à la récréation, ils restent tous à 2-3 mètres les uns des autres? Si au moins le gouvernement ou les
directeurs d'école étaient munis de masques en obligeant les élèves à avoir des masques toute la journée, eh bien, évidemment, ils distribueraient un petit peu moins l'ensemble des virus que potentiellement dont ils sont porteurs, et les petits postillons ne tomberaient pas sur toutes les tables, toutes les chaises, toutes les poignées de porte, etc., etc. Donc, ça veut dire que dans un pays comme la Suisse, eh bien, nos autorités sont prêtes à prendre le risque d'envoyer nos enfants à l'école sans la moindre protection, dans des salles qui ont des plafonds à 2,50 m, de maintenir en confinement, entre guillemets, des élèves qui vont être dans la même salle pendant 5-6 heures par jour minimum. Mais, encore une fois, on ne demande pas aux autorités de réinventer la poudre ou même d'être très intelligents. On leur demande de prendre des décisions basées sur ce qu'on observe autour, à l'extérieur. Et quand je vous cite l'exemple de cette chorale de Louisiane qui fait 50 patients atteints après avoir passé 2 heures dans une église où, par définition, on est beaucoup moins confiné que dans une salle de classe, pour moi, c'est criminel. J'attends, encore une fois, on ne demande pas aux dirigeants d'être particulièrement intelligents. On leur demande de s'adapter à une situation qui est celle que nous vivons aujourd'hui. Et il ne nous faut pas des gérants. Il ne nous faut pas des gens qui appliquent servilement ce qu'ils ont appris à l'université et puis qui sont incapables de s'ajuster à l'environnement. Il nous faut des leaders qui utilisent leur cerveau, des leaders qui ont une vision de ce qui se passe, qui sont capables de prendre des décisions à partir de données incomplètes. Il nous faut des gens qui ont non seulement une vision, mais un projet pour, évidemment, évacuer la crise sanitaire et, j'allais dire, redevenir les moteurs de nos économies. Mais aujourd'hui, excusez-moi, mais ce sont des singes savants qui appliquent les recettes toutes faites, apprises, en laissant littéralement leur cerveau à la maison. Et c'est pas possible. C'est un peu comme vous et moi qui avez appris une langue maternelle. Et puis c'est vrai que si aujourd'hui, vous qui parlez français, je vous demande de parler chinois, ben ça va être très compliqué. Vous n'allez pas pouvoir vous exprimer correctement. Eh bien aujourd'hui, on doit demander à nos politiciens de recommencer à utiliser leur cerveau, à comprendre, à faire, à lire leurs publications, à copier les modèles qui fonctionnent bien. Parce que vous devez encore comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas du tout dans une crise financière comme celle de 2008, par exemple. Nous sommes d'abord dans une crise sanitaire. Et ensuite, elle déclenche, cette crise sanitaire, une crise de l'économie réelle, pas une crise de l'économie financière. Et les médicaments qu'on a utilisés pour juguler la crise financière de 2008, à savoir l'injection massive de cash, les bail-outs, c'est-à-dire aller secourir d'un point de vue financier les sociétés trop mal en point, ça fonctionne très bien. Mais les médicaments qu'on utilise dans le cadre d'une crise financière ne peuvent pas être les mêmes que ceux qu'on utilise dans le cadre d'une crise de l'économie réelle. C'est une absolue évidence. Et aujourd'hui, on a assisté d'ailleurs à quelque chose d'absolument effarant, une première dans l'histoire de l'humanité, à savoir que le prix de l'énergie, donc du pétrole, est passé à moins $40. C'est-à-dire que pour se débarrasser du pétrole, les gens, les producteurs, étaient prêts à payer des gens pour qu'ils stockent le pétrole. C'est juste le monde à l'envers. Le monde marche sur la tête. C'est juste fou. Absolument fou. Et dites-vous bien qu'une crise pétrolière comme celle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pays entiers qui dépendent du pétrole pour leur vie de tous les jours. Je parle bien sûr de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe, mais je parle aussi de pays comme la Russie, dont la première importation est le gaz et le pétrole. Je parle même dans une certaine mesure des États-Unis qui sont aujourd'hui, je le rappelle, les premiers producteurs mondiaux de pétrole.
Alors oui, bien sûr, c'est du fractionnage, c'est des schistes bitumineux, c'est tout ce que vous voulez. Mais en attendant, l'économie liée à l'énergie est à genoux. Elle est arrêtée. Et est-ce que vous pensez un instant qu'elle va redémarrer le mois prochain ou le mois d'après? Est-ce que vous pensez que vous allez de nouveau recommencer à voyager, à utiliser votre voiture, à utiliser les avions pour aller à l'autre bout du monde? Moi, si vous me proposez aujourd'hui de me payer pour aller à Bora Bora ou en Nouvelle-Zélande, un pays que je rêve de visiter, je n'ai jamais eu cette occasion jusqu'ici, mais je vais refuser. Parce que je veux rester près de mes proches. Je veux rester dans l'environnement que je maîtrise suffisamment parce que je sais qu'il va pouvoir me nourrir, que les services de santé vont pouvoir prendre soin de moi si par malheur je suis contaminé par le Covid-19 ou toute autre version de quelque maladie que ce soit. Donc, le tourisme n'est pas prêt de se remettre en marche. L'hôtellerie non plus, les restaurants non plus, les sociétés aériennes sont virtuellement et techniquement en faillite. Alors évidemment, les États vont faire, encore une fois, un bail-out, c'est-à-dire un rescue, ce qu'on dit, vont essayer de secourir toutes ces sociétés dans le domaine de l'énergie. Oui, mais ça ne va pas redémarrer d'ici demain ou après-demain. Il va se passer des mois. Et quelque part, je me demande si au niveau des êtres humains, ça n'est pas notre chance. Parce que pour changer de structure, pour amener révolutions constitutionnelles dont on a impérativement besoin pour recréer ce terrain de jeu commun où tous les êtres humains peuvent entreprendre, sont libres, peuvent créer des produits, innover, des services, etc. Eh bien, nous avons besoin de toucher le mur. Tant que nous ne toucherons pas le mur et que l'ensemble du système ne se crache pas, entre guillemets, il n'y aura jamais la motivation de le faire. Mais je pense qu'avec l'énergie aujourd'hui, qui est en lambeaux, le secteur de l'énergie, eh bien, je pense que tous les gens qui ne sont pas des centres de profit, comme, entre guillemets, vous et moi, qui travaillons, qui créons de la valeur. Les gens qui sont des centres de coûts, je veux parler bien évidemment des politiques en tout premier lieu, qui nous sont utiles, bien entendu, pour créer la cohésion nationale, mais qui sont de purs centres de coûts, qui ne font rien, qui ne créent aucune valeur. Eh bien, tous ces gens, à l'aune de ce qui se passe au niveau de l'énergie et de la crise non financière, qui est une crise sanitaire et de l'économie réelle, tous ces gens qui sont des centres de coûts aujourd'hui doivent se préparer psychologiquement et physiquement à être remis à disposition du marché du travail, pour redevenir des centres de profit, pour avoir une réelle contribution aux activités humaines, à la création de biens et services. C'est une évidence. Et vous savez, tous les gens qui dépendent des autres ou qui vivent au crochet des autres, un peu comme un parasite qui vit aux dépens de son hôte, eh bien quand l'hôte commence à ne plus trop bien se porter, et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui en termes de l'économie réelle, eh bien il va s'accrocher et essayer de grignoter jusqu'au dernier moment pour sa survie. Mais c'est le parasite qui meurt en premier. L'hôte mourra peut-être derrière. Mais en attendant, les parasites, les centres de coût plutôt que les centres de profit, vont s'accrocher jusqu'à la dernière minute. Et on verra ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, je leur conseille malgré tout de penser très sérieusement à revenir vers nous avec un projet qui inclut l'ensemble de la capacité humaine à contribuer au patrimoine humain global ou à devoir se remettre à disposition du marché du travail. Parce que ils n'ont pas d'avenir. S'ils appliquent uniquement les process que les universités leur ont mis dans la tête. Ils doivent abandonner ce que je peux appeler leur langue maternelle en termes de ce qu'ils ont appris à faire et revenir vers nous avec un projet qui inclut tout le monde. J'ajouterai une dernière chose, c'est que la Suisse a toujours été un exemple de démocratie directe, une des plus successful, une des plus heureuses de la planète, si je peux m'exprimer ainsi. Mais
Aujourd'hui, les Suisses ont des choix à faire. Est-ce qu'ils veulent continuer à donner libre cours entre guillemets à la machine Afrique que nous sommes devenus, ou est-ce qu'ils veulent redevenir l'exemple de démocratie qui donne ses chances à tous, une démocratie qui organise les libertés, qui permettent d'entreprendre, qui ne ponctionne pas plus que 20 ou 30% de ce que produisent les citoyens. Est-ce que la Suisse peut jouer ce rôle ou pas? Aujourd'hui, j'en doute, mais je pense que on aura besoin de leaders, de gens qui ne sont pas juste des gérants et qui sauront proposer à leur pays, à leurs citoyens, un exemple, une solution qui puisse servir d'exemple ensuite au reste du monde. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention. Paix à tous les citoyens de cette planète. Paix à vous. Peace out.